Merci beaucoup de nous avoir rejoints très nombreux. On est déjà plus de 150. Donc, je vois que c'est un sujet qui a l'air de beaucoup vous intéresser en tout cas. Et à juste titre, étant donné que c'est un sujet qui est dans l'actualité depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, et que c'est un sujet qui est très important et de surcroît peu abordé selon moi. Donc, on a l'honneur de recevoir Pierre ce soir qui vous en dira un peu plus sur lui et puis qui pourra du coup vous partager son expérience et son expertise sur ce beau sujet. Et on est accompagné aussi donc de Rémi qui est coordinateur cette année du Club Cyber et Clément qui est aussi avec nous, qui est membre du Club Cyber cette année et qui du coup sera avec nous sur les questions à la fin pour poser les questions à notre intervenant. Donc, le Club Cyber, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte d'association d'étudiants qui fait partie de l'association des anciens. On organise plusieurs conférences, ateliers, on réalise plusieurs publications sur les sujets de la cybersécurité tout au long de l'année. Donc, on a 2 à 3 conférences par mois. Je vous enverrai dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver les différents liens qui vous seront utiles pour vous inscrire au futur. En tout cas, je vous remercie énormément de tous être là très nombreux. Et puis, je vous souhaite une excellente conférence et je passe la parole à Pierre qui vous en parlera bien mieux que moi. J'espère. Merci beaucoup pour l'invitation et bonsoir à tous. Écoutez, je vous propose qu'on parte tout de suite dans le dur du sujet. Je vais lancer le slide. Impeccable. Donc, ce soir, en fait, je souhaite aborder un sujet finalement qu'on voit assez peu, c'est-à-dire la relation entre les forces de l'ordre, en insistant bien que ça concerne les forces de l'ordre et pas on va dire l'ensemble du secteur public, et les victimes d'une infraction cyber au sens large. Et essayer de déminer un petit peu les difficultés qui peuvent apparaître et souligner les bonnes pratiques ou les bonnes idées. Alors, je me présente rapidement. Je suis diplômé d'une école d'ingénieur. J'ai rejoint ensuite l'école des officiers de la gendarmerie nationale où j'ai eu ma formation initiale. J'ai commandé un peloton d'intervention de maintien de l'ordre pendant 3 ans. J'ai ensuite servi au sein de la direction générale de la gendarmerie, où on fait une sorte de passage obligé de façon à un peu saisir les enjeux globaux qu'il peut y avoir au niveau d'une institution comme la gendarmerie nationale, avant ensuite d'aller on va dire un peu en tour extérieur, servir au sein du ComCyber, donc ministère de la Défense, et de revenir par la suite en gendarmerie au sein du C3N, donc, qui commence à avoir on va dire, sa petite réputation ou au moins sa petite marque. Donc le centre de lutte contre les criminalités numériques. Alors, je vais d'abord brosser un petit peu un portrait de ce que nous, policiers ou gendarmes, on voit des criminalités numériques avant de vraiment basculer sur les sujets des grandes crises, des grandes attaques cyber. Pourquoi? Parce que, bon, on va le voir par la suite, tout le monde a, on va dire, quelques a priori sur ce que c'est qu'une crise cyber, mais ce n'est pas ce qu'on voit le plus et ce n'est pas forcément ce qui fait le plus de dégâts. Qu'est-ce que c'est que les criminalités numériques? Bon, alors, je vais enfoncer un petit peu des portes ouvertes, mais bon, ça va toujours mieux en reposant les grandes bases. Bon, ce n'est pas une nouvelle que le numérique est présent partout, dans tous les domaines, qu'on est tous numérisés, qu'on le veuille ou non, ne serait-ce que parce qu'on a tous un PC et un smartphone, pratiquement, et qu'on a une multiplication des objets connectés de façon plus ou moins lointaine à Internet, mais qui sont tous passés un jour dans le champ de l'Internet. Et cette numérisation de la société a amené 2 gros changements pour les forces de l'ordre. La première, hein, c'est qu'on a des délinquants qui utilisent des outils numériques. Ils utilisent leur téléphone, comme tout le monde. Donc ça, ce n'est pas, on va dire, le cœur de métier du C3N ou des unités cyber, puisque ça reste des infractions de droit commun. Par contre, ce qui intéresse les unités cyber du ministère de l'Intérieur, c'est essentiellement des infractions spécifiques au numérique qui n'existaient pas avant. Donc, le cas le plus flagrant, c'est ce qu'on appelle l'atteinte au système de traitement automatisé des données. En langage trivial, c'est l'effet de hacking. Donc, rentrer dans un service de traitement automatisé des données, un STAD,
pour accéder à des données, en modifier le fonctionnement ou en empêcher le fonctionnement. Alors, le point sur lequel j'aimerais insister ce soir, c'est que ce qui est assez surprenant quand on a eu la possibilité de servir, on va dire, en gendarmerie ou en police classique avant de rejoindre les unités cyber, c'est qu'il y a une énorme barrière mentale et intellectuelle entre, on va dire, le champ du concret, du réel, et le champ du cyber, qui est difficilement saisissable parce que, eh bien, il y a peu de gens qui en maîtrisent les technologies, qui en maîtrisent le langage et qui, du coup, passent un peu pour quelque chose d'irréel. Et c'est pas parce qu'on est dans le cyber qu'il faut perdre des réflexes normaux. Et à mon sens, il y a un message à retenir, c'est que oui, il y a le cyber, mais dans le cyber, la première chose à avoir, c'est le bon sens. C'est pas parce qu'une infraction elle s'est déroulée dans le cyber que et ben, c'est quelque chose de différent qu'un cambriolage quand je rentre chez moi et que j'ai la fenêtre qui a été cassée. Qu'est-ce qu'on trouve face à nous derrière le grand mot du hacker? Alors, ben, déjà, la première chose, justement, pour revenir un peu au bon sens, c'est que le hacker, bon, on le voit tous dans les films, dans la réalité, derrière, c'est des hommes. Et ben, c'est des hommes qui ont les mêmes motivations, les mêmes morales, les mêmes contraintes que dans le monde réel. Alors, il y a une petite différence, c'est que comme ça abolit les distances, ben, le délinquant ou le criminel peut être à l'autre bout de la planète, mais ça n'en reste pas moins un être humain, comme ben, tous ceux qui croisent tous les matins quand il va chercher à manger. Et notamment, c'est ce qui permet d'avoir une petite idée de qu'est-ce qui peut motiver, au sens large, les hackers, donc les cybercriminels. Et c'est exactement les mêmes motivations que ce qu'on trouve dans le champ on va dire, de la criminalité classique ou hors cyber. Le goût du défi, la volonté de casser, la volonté de montrer qu'on est meilleur par rapport aux autres membres d'un groupe, l'appât du gain, évidemment, et des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement, mais qui apparaissent assez souvent dans le milieu de l'entreprise, ça va être la vengeance vis-à-vis d'une entreprise avec laquelle on pense avoir un différend, vis-à-vis d'un collègue, vis-à-vis d'un patron, vis-à-vis d'un sous-traitant ou autre. Et ben, comme tous les hommes, on tombe aussi un peu dans la catégorie du crime passionnel, c'est-à-dire une rationalité propre à l'individu, mais qui ne l'est pas pour ceux qui l'observent autour. Au-delà de cette problématique de motivation, on peut classer, on va dire, les groupes de cybercriminels en 3 camps. Alors, il y a toujours le hacker génial dans sa cave qui fait des choses incroyables. Alors, bon, il y a eu une période un peu comme ça dans les années 80, début des années 90. C'est toujours très à la mode dans les films. Bon, dans la réalité, le hacker solitaire qui fait des choses incroyables, ça tend à disparaître, pour ne pas dire que ça a disparu. Alors, pourquoi? Ben, déjà parce que les technologies se sont largement complexifiées sur Internet. C'est très difficile de les maîtriser toutes pour obtenir un impact réel. Il y a eu une sélection naturelle parmi eux, soit entre eux, soit du fait de l'État, parce que, eh ben, ils avaient quand même une motivation qui était essentiellement, on va dire, libertaire ou anarchiste, et ils ont pu commettre des infractions des années 80-90 à une époque où les problématiques d'anonymisation ont été peut-être moins compliquées qu'aujourd'hui, et donc plusieurs sont passés devant les tribunaux qui les ont remis en général sur le droit chemin. Néanmoins, même si le hacker solitaire disparaît, on a des groupes, on va dire, de bas niveau qui, eh ben, comme dans le monde réel, je vois une voiture avec un sac à main, je casse la vitre, et ben, 2 ou 3, ils vont réussir à maintenir une sorte de bruit de fond de la délinquance numérique, donc avec des choses relativement simples, comme du spam, des arnaques diverses et variées, en faisant jaillir un pop-up qui indique que le PC est infecté et qu'il faut appeler tel numéro pour le désinfecter ou autre. Ouais, ça existe toujours, c'est un peu le bruit de fond, c'est comme ce qu'on voit sur le reste de la planète. Et dans ces petits groupes, alors, il y a une partie spécifique qui vont être les groupes motivés politiquement,
ou en tout cas en raison d'une philosophie particulière. Bon, on pense évidemment aux Anonymous ou autres. Bon, on voit quand même que ce sont des groupes qui se créent de façon ad hoc et qui, en général, n'ont pas la capacité de se regrouper au-delà de dire qu'ils suivent ensemble le même message politique. Alors, encore une fois, on peut toujours trouver des exceptions, mais c'est comme les poissons volants, il en existe, c'est quand même pas la majorité du genre. À un niveau supérieur, on va trouver des groupes qui sont réellement organisés, des groupes organisés comme on en trouve, par exemple en France pour tout ce qui va être grande délinquance liée au trafic de stupéfiants. Donc ça va être des groupes où les tâches sont clairement définies, clairement découpées, avec une structure plus ou moins pyramidale. Donc ça, c'est l'essentiel de la cyberdélinquance qu'on peut traiter, en tout cas en France, en tout cas celle qui apparaît largement dans les journaux. Et en haut de cette pyramide de groupes criminels, on a en fait des groupes qui sont, on pourrait dire, presque mafieux, au sens où ils vont avoir une implantation sur un continent, voire dans le monde entier, pour mener leurs actions. Ils vont avoir une capacité à blanchir dans l'économie réelle et à se projeter en fait, dans le monde réel pour mener certains types d'actions. On pense évidemment aux Russes, mais tous les groupes de cybermafia ne sont pas uniquement russes. On trouve aussi, pour ceux qui suivent, on trouve l'équivalent en Amérique du Sud, par exemple, avec des groupes qui sont techniquement très évolués. Même si, finalement, on les rencontre moins en France, ils existent. Et enfin, le dernier cas, on va dire, tout en haut de la pyramide, le pyramidon, ça va être les attaques menées par des groupes étatiques ou de niveau étatique avec un agenda propre et souvent une motivation qui peut différer vis-à-vis des autres groupes qui ont une tendance à aller chercher le gain. Là, j'ai mis quelques exemples, renseignement, l'influence contre influence ou la déstabilisation. Donc, l'ensemble de ce spectre est couvert par les unités cyber du ministère de l'Intérieur qui sont amenées, de toute façon, quand on intervient sur une problématique cyber, la difficulté, ça va être d'abord de savoir qu'est-ce qu'on a face à nous. Mais on peut piocher quelque part parmi toutes ces motivations et ces individus. Un petit mot sur les ransomware parce que c'est quelque chose dont on entend beaucoup parler. Alors évidemment, c'est un impact financier majeur, d'abord pour les victimes et ensuite au niveau national, voire européen. D'abord au niveau financier, ensuite au niveau de la propriété intellectuelle et des données personnelles, puisque la nouvelle tendance, c'est d'extraire les données de la victime de façon à les publier pour mettre la pression sur la victime et la forcer à payer. Et quand bien même elle paierait, finalement, peut-être ne saura-t-on jamais si ces données n'ont pas été revendues sous le manteau à un tiers. Néanmoins, le ransomware, c'est quelque chose qu'on voit parce que c'est quelque chose qui est visible et qui est impressionnant. C'est quelque chose qui tue le fonctionnement normal d'un SI pendant plusieurs semaines, avec un message qui s'affiche. Tout est fait pour que ça soit en fait impressionnant et que la victime se dise qu'elle n'a pas d'autre possibilité que de payer. Mais il y a toute une criminalité cyber sur laquelle on intervient aussi, qu'on ne voit pas, enfin en tout cas qui n'est pas vue dans la presse et dont on ne parle que très peu, parce que, elle est beaucoup moins impressionnante. Parce qu'il n'y a pas l'effet écran bleu, j'arrive le matin, ça ne fonctionne plus. C'est une criminalité qui va tout laisser fonctionner, mais qui va néanmoins avoir un impact économique également. Alors, il y a par exemple tout ce qui va être faux support technique, tout ce qui va être escroquerie, tout ce qui va être motivé par la vengeance et tout ce qui va être vol, puisque par définition, quand il y a un vol qui est fait sur un stade, à la différence du ransomware où l'auteur est bien obligé à un moment donné de se dévoiler justement pour obtenir la rançon, celui qui vole des données pour les revendre par la suite, il a tout intérêt à ce que son vol ne soit jamais découvert. Donc on a tout un spectre qui échappe complètement, on va dire, à la médiatisation
Et au-delà, donc c'est quand même quelque chose qu'on voit nous, puisque on est dans le dépôt de plainte, mais justement, la problématique du dépôt de plainte, c'est qu'il existe, comme dans tous les types de délinquance, le fameux chiffre noir de la délinquance. Alors, soit parce que les victimes ne savent même pas qu'elles sont victimes, soit parce que la victime préfère ne pas déposer plainte pour des raisons de discrétion, de volonté de ne pas perdre son temps en déposant plainte ou autre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une crise cyber quand on est au ministère de l'Intérieur? Eh bien, la crise cyber, en fait, elle ne débute pour nous, en tout cas quand on arrive chez la victime, que parce qu'il y a eu une détection. Cette détection, c'est elle qui fait prendre conscience à la victime qu'elle en est une, mais généralement, c'est que l'attaquant a fait une erreur et qu'il est sur le réseau depuis déjà des semaines, voire des mois. Ou s'il n'a pas fait une erreur, c'est parce qu'il a lui-même déclenché sa détection, typiquement l'exemple du ransomware. Et même chose, il est là depuis des semaines, des mois avant de déployer son ransomware. Et la grosse difficulté de la gestion de crise telle qu'on la voit, ça va être de coordonner d'abord les acteurs internes à la victime avec des acteurs externes qui vont intervenir. Donc, les internes, ça va être évidemment tout ce qui va être services liés au cyber, tant les services d'information et de communication que ceux, si une entreprise est suffisamment mature, chargée de la sécurité informatique, mais aussi des acteurs tiers, comme ceux chargés de la communication, ceux chargés de tout ce qui va être aspect juridique de ce genre de crise. Et l'extérieur, alors la difficulté pour une entreprise, c'est qu'elle se retrouve avec un certain nombre d'extérieurs qui viennent et qui ne sont pas habitués à travailler avec elle. Alors, elle va avoir un certain nombre de prestataires habituels, notamment si elle a externalisé son service SI, mais c'est bien rare qu'elle ait déjà travaillé avec eux dans un domaine, enfin, dans un cas de crise. Mais surtout, c'est des prestataires exceptionnels avec lesquels elle ne travaille jamais d'habitude, des sociétés de remédiation, des gens qui vont venir essayer de remettre en route le SI ou de faire du post-mortem sur des machines, ces assurances. Donc, il peut y avoir énormément d'acteurs externes avec lesquels on n'est pas habitué à travailler. Et par-dessus vont venir se greffer les forces de l'ordre qui vont avoir leur agenda propre. Bon, je reviendrai après sur ce point-là. La difficulté quand on est la victime, c'est d'éviter l'effet de tunnel. C'est-à-dire que quand on est la victime et qu'on a un certain nombre de prestataires ou d'acteurs internes ou externes qui viennent pour aider à une crise, l'objectif, c'est d'arbitrer, de coordonner et de déléguer. Ce n'est pas de remplacer tous les techniciens ou tous les prestataires soi-même, sinon assez vite, on perd complètement pied et la crise se résoudra de la pire des manières. Et pour réussir à éviter cet effet tunnel, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre de prérequis indispensables et qui font bien souvent défaut quand on intervient, même chez des grandes entreprises, malheureusement. Le premier de ces prérequis, c'est une connaissance intime de son réseau. Alors, l'idée, ce n'est pas que le PDG d'une grande entreprise ait une connaissance intime de son réseau, mais par contre qu'il soit assuré qu'il y a un service ou quelqu'un dans son entreprise qui soit capable de guider l'ensemble des acteurs qui vont essayer d'intervenir sur le réseau. Le deuxième point, ça va être la confiance avec les différents acteurs qui interviennent. Cette confiance, il faut la bâtir bien avant la crise. Ce n'est pas pendant la crise qu'on peut changer le chef de sa sécurité informatique parce qu'on trouve qu'il ne fait pas la manne. C'est bien avant qu'il aurait fallu le faire dans ce cas-là. Éviter également la friction entre les intervenants, parce que si c'est la première fois qu'on a une crise, bien souvent les périmètres sont mal définis et on va avoir plusieurs acteurs qui vont essayer chacun d'empiéter un peu sur le territoire de l'autre en essayant de bien faire. Mais malheureusement, ça ajoute surtout de la confusion et du stress pour tout le monde. Et enfin, bien identifier quels sont les interlocuteurs, quelles sont les missions et qui doit faire quoi avec quel délai. Si on s'intéresse maintenant à la problématique particulière des forces de l'ordre, alors qu'est-ce qu'on a en France? On a 3 unités nationales.
On en a deux qui dépendent du ministère de l'Intérieur. La sous-direction de la lutte contre les cybercriminalités qui dépend de la police nationale. La BL2A qui est la brigade spécialisée dans le cyber de la préfecture de police. Et le C3N qui dépend de la gendarmerie nationale et donc auquel j'appartiens. Ces trois unités travaillent au quotidien avec le parquet national cyber qui est au palais de justice de Paris. L'ensemble des unités du ministère de l'Intérieur, tant police nationale que gendarmerie, ont un maillage territorial avec les commissariats pour la police nationale et les brigades de gendarmerie pour la gendarmerie, qui sont les premiers interlocuteurs en cas de crise cyber. En fait, en fonction du niveau de difficulté pour gérer cette plainte, il va y avoir une sorte d'escalade vers le haut, d'abord au niveau régional, au niveau région zonale, et ensuite au niveau national avec donc la sous-direction, la BL2A et le C3N en fonction de la compétence. Alors, la compétence, c'est toujours un peu compliqué, mais c'est toujours bien de savoir un peu comment ça marche. La compétence, c'est ce qui fait que tel ou tel service d'enquête est saisi. Donc, ça peut jouer sur différents critères, la localisation de la victime, la localisation de l'infraction, la localisation de l'auteur de l'infraction si on la connaît, quelle est la zone gendarmerie, la zone police du lieu de l'infraction, le type d'attaque. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que la décision sera prise par le parquet cyber qui décidera de saisir une enquête pour poursuivre telle ou telle infraction. Et un point particulier, l'ANSSI, qui est un autre service gouvernemental chargé de la cyberdéfense française, n'a pas de compétences judiciaires en soi. Donc, on travaille évidemment avec l'ANSSI sur les cas où elle est engagée, mais l'objectif de l'ANSSI, ce n'est pas de mener une enquête, mais bien de participer à la cyberdéfense, notamment en aidant à la remédiation. Alors, on parle de remédiation. Quelle est la grosse différence entre les forces de l'ordre et les autres acteurs qui interviennent sur une crise cyber? Et ben, déjà, le premier point, c'est que les forces de l'ordre, elles ne font pas la remédiation. Les forces de l'ordre, elles ne sont pas là pour remettre en place le système d'information qui aurait pu être mis à HS par un ransomware, par exemple. La mission des forces de l'ordre, c'est celle qui est prévue dans le Code de procédure pénale, c'est de faire cesser l'infraction et d'arrêter les auteurs pour les remettre à la justice. Alors pour bien comprendre en fait, quels sont nos objectifs, je vous propose de passer par on va dire, deux concepts de criminologie. Le premier, c'est ce qu'on appelle le couple pénal. Le couple pénal, en fait, c'est un couple qui se forme au moment où une infraction est commise entre l'auteur et la victime. Et pourquoi est-ce qu'on parle de couple? Parce que, en réalité, tout auteur d'infraction, dans le cyber comme ailleurs, agit un petit peu comme un prédateur. En fait, il a un certain nombre de critères dont il est conscient ou inconscient et qu'il recherche auprès d'une victime de façon à pouvoir commettre l'infraction. Et l'infraction n'aura lieu que lorsque l'auteur, qui a une certaine grille de lecture, va être mis en présence, donc dans notre cas, dans le monde numérique, avec une victime qui correspond à sa grille, de ce qui lui permet de se dire que oui, il va pouvoir commettre l'infraction parce qu'il considère qu'il a des chances suffisantes de réussir à mener à bien son objectif. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que nous, en tant qu'enquêteurs, si on parvient déjà à cerner dans le couple pénal quel est le modèle qui est suivi par l'auteur vis-à-vis de sa victime, ça va nous permettre de le cerner, ça va nous permettre d'alerter des victimes potentielles qui correspondraient à la même grille de vulnérabilité ou autre. Et ça va aussi nous permettre de développer des remédiations externalisées au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire en proposant des possibilités d'éviter en fait, justement que l'auteur se retrouve en contact avec une victime potentielle. Typiquement, un exemple assez typique, ça va être de voir avec les assurances qui sont chargées du domaine cyber, qu'elles demandent à leurs assurés de prendre un certain nombre de mesures de façon à pouvoir faire jouer l'assurance. Et en faisant ça, en fait, on va fermer un certain nombre de portes
et donc fermer un certain nombre de points de la grille que suit tel ou tel auteur quand il cherche une victime. Le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la sérialité. C'est-à-dire que les forces de l'ordre cherchent à arrêter des auteurs. Et pour ce faire, en fait, les auteurs, bien souvent, c'est un peu ce qu'on appelait autrefois le criminel d'habitude. Il y a les grands criminels ou les grands délinquants, en fait, leur gagne-pain, ça va être la délinquance. Et donc, pour en vivre, il faut répéter les infractions. Et en répétant les infractions, à chaque fois, on va laisser une petite trace, voire on va faire une petite erreur. Et c'est quand on va pouvoir recouper l'ensemble de cette série, d'où l'idée de sérialité, déjà qu'on va pouvoir discerner les différents auteurs et qu'au final, on va pouvoir en attraper un ou plusieurs en fonction des erreurs ou des modes d'action qu'ils auront pu mettre en œuvre dans toute une série d'infractions. Alors la grande question derrière, c'est oui, mais est-ce que la police ou la gendarmerie arrête des hackers? Évidemment qu'il y a des hackers qui sont arrêtés. Alors déjà, il n'y a pas forcément une publicité qui est faite autour de toutes les arrestations qui sont faites. Mais ce qui est certain, c'est que comme dans le monde réel, quand on intervient sur des cambriolages, typiquement, un des outils majeurs sur lesquels on va s'appuyer, ça va être l'analyse sérielle. Analyse sérielle qui peut avoir quelque chose de frustrant pour une victime parce que, en fait, quelque part, c'est triste à dire, mais c'est l'accumulation de victimes qui va permettre aux forces de l'ordre de trouver l'auteur. Et donc, tout le temps où l'enquête est en cours, il y a une frustration qui est générée auprès des victimes parce qu'elles ont l'impression que sur leur affaire à elles, ça n'avance pas. Mais ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que cette affaire, elle est rarement complètement isolée et elle va être liée à d'autres affaires et c'est l'ensemble de ces affaires qui vont permettre d'arrêter cet auteur-là. Alors, en cas de crise cyber, que font les forces de l'ordre? Eh bien, la première chose, alors même si ça ne fait pas partie de nos missions telles qu'elles sont définies dans la loi, malheureusement, quand on est force de l'ordre, on a l'habitude des attaques cyber puisque c'est un peu notre quotidien. Et donc, on est en mesure d'amener un certain nombre de conseils auprès de la victime sur tel ou tel sujet. On a aussi une bonne connaissance des différents acteurs de la remédiation, donc on est capable de conseiller sur qu'est-ce qu'il faut faire, comment organiser l'ensemble de l'orchestre qui va permettre au système informatique de repartir. Et on va également avoir la possibilité de faire appel à des capacités nationales pour appuyer la remédiation ou aider la victime si vraiment il y a une incapacité à la résoudre par les moyens propres. Typiquement, je pense à des expertises judiciaires ou autres qui sont capables d'amener des compétences très très pointues sur des domaines particuliers. Même si, comme je disais auparavant, notre mission première, c'est de mener l'enquête et de déférer des auteurs, la mission d'assistance à la victime, ça fait partie, comme dans le monde réel, de la charte déontologique des gendarmes ou des policiers, et c'est aussi quelque chose qu'on va faire de façon à accompagner la victime tout au long de sa crise, voire après, si elle en avait besoin. Alors, on voit bien qu'il y a une certaine réticence, notamment une peur en fait, qu'il y ait eu une divulgation du fait qu'il y a eu une attaque cyber à l'encontre de telle ou telle entreprise. Alors, c'est un peu ce que je disais au tout début, c'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre de vue que, bien que ça soit du cyber, c'est exactement la même chose que dans le monde réel. La question, c'est si je suis cambriolé, mon local est cambriolé, est-ce que oui ou non, j'irai porter plainte? Je pense qu'il faut aborder la chose de la même façon dans le monde cyber. Et il faut également se rappeler que, policier ou gendarme, on est assermenté et qu'il existe le secret de la procédure qui empêche des officiers de police de divulguer ce qu'ils ont pu voir au cours d'une enquête. Et en soi, est-ce que le risque de voir intervenir des policiers ou des gendarmes est plus grand que celui de faire appel à une société de remédiation tiers? Donc ça, c'est à mettre dans la balance pour savoir que faire quand on est victime. La deuxième problématique, ça va être celle, si on est une entreprise internationale, du positionnement vis-à-vis d'une juridiction étrangère.
Alors, on pense évidemment aux États-Unis, mais il n'y a pas que les États-Unis où, si l'infraction a eu lieu dans leur pays, eh ben, ça va être le ministère de la Justice local qui va également ouvrir une enquête. Alors, cette difficulté, elle est un petit peu artificielle, puisque par la force des choses, quand les unités nationales cyber du ministère de l'Intérieur ont des liens avec la plupart des forces de police du monde, au moins Europe, Amérique du Nord, mais à peu près sur l'ensemble de la planète. Et que donc, il y a toujours possibilité de coopérer de façon intelligente avec des forces de l'ordre étrangères. Enfin, un point particulier, c'est que assez vite, on peut avoir le sentiment que les objectifs sont divergents entre les différents acteurs qui interviennent dans une crise cyber, entre les forces de l'ordre qui veulent arrêter les auteurs, la victime qui veut pouvoir faire repartir son entreprise le plus vite possible, des prestataires extérieurs qui, eux, eh ben, recherchent avant tout la satisfaction client. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent avec, eh bien, si les choses vont trop vite, si les choses sont mal faites, on risque, alors pas le suraccident, mais la surcrise. Donc, le retour de l'attaquant ou d'un autre attaquant sur le SI avec des dégâts encore supplémentaires dessus, parce que, eh bien, les objectifs divergents ont fait que la remédiation n'aura pas été faite de façon propre, la crise aura été mal gérée. Et dans ce cadre-là, alors, c'est une possibilité que je vous soumets, chacun en fera ce qu'il veut, mais peut-être que le fait de faire intervenir des agences publiques, ça permet justement d'avoir un conseil qui est tiers, qui n'a aucun investissement financier ou contractuel avec la victime, hormis, on va dire, le contrat social, et qui donc ont la possibilité de prendre du recul sur ce qui est en train de se passer et apporter une expertise qui va être peut-être moins biaisée que les différents acteurs qui sont engagés. Alors, quand je reviens quand même sur une entreprise, comment elle se prépare à une crise et ben, un contact peut-être ultérieur avec les forces de l'ordre. Alors, tout le monde le sait, mais ça va mieux en le disant. Il y a un certain nombre d'obligations légales à suivre quand on est une entreprise qui a des actifs sur Internet ou dans un système informatique. Bon, je ne reviens pas dessus, j'imagine que tout le monde connaît, hein, avec notamment le RGPD. Et malheureusement, on voit encore des entreprises, petites, moyennes, grandes, sur lesquelles ces contraintes légales ne sont pas appliquées. Alors, ces contraintes légales, elles ont un certain nombre d'enjeux, de vie privée, etc. Mais elles ont aussi une contrainte de sécurité. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont imposés par les contraintes légales en France qui permettent de durcir ici. Et bah, si on doit faire peu, c'est peut-être déjà bien de faire ce qui est légalement obligatoire. Et si vous avez des difficultés au niveau de ces contraintes, il y a un certain nombre de référents police nationale ou gendarmerie nationale sur le territoire, tant en intelligence économique qu'en sécurité, qui sont en mesure de participer à des audits de sécurité ou en tout cas de vous apporter un certain nombre d'éléments sur le cadre légal qui s'applique à votre entreprise ou votre activité. Le secret pour surmonter une crise cyber, c'est évidemment de la préparer en amont. D'abord, c'est d'évaluer le risque cyber. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce qui est le plus précieux pour moi dans mon SI? Pourquoi? Bah, déjà pour faire cette gestion de crise, mais aussi parce que quand les forces de l'ordre vont intervenir, bah, évidemment, c'est comme dans tous les bons Sherlock Holmes, on va chercher quel est le motif de l'infraction. Et donc, de savoir qu'est-ce que vous avez évalué comme étant le plus précieux pour votre entreprise, quel est votre actif que vous vouliez protéger, que vous avez pu protéger ou pas d'ailleurs, ça va nous donner un bon éclairage sur les motivations de l'auteur potentiel. Et en fait, cette analyse de risque, si vous l'avez faite, ça va nous permettre de bien comprendre qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et potentiellement pourquoi on en a voulu à vous. Et si cette analyse est bien faite, eh bien, elle est suivie par la préparation d'un plan de remédiation et de communication. Et donc, ça va permettre d'avoir un certain nombre d'acteurs réflexes qui sont déjà en place, d'avoir un certain nombre d'acteurs qui sont déjà identifiés et qui vont pouvoir prendre attache directement avec les forces de l'ordre
de façon à ce qu'on puisse appuyer votre action ou vous interroger sur tel ou tel point qui nous semble problématique ou autre. Lorsqu'on est malheureusement victime, eh bien, évidemment, la première question à se poser, c'est est-ce que je dois porter plainte? Alors, la réponse est assez simple, hein, c'est que en toute rigueur, il faut porter plainte. Parce que porter plainte, ça va vous permettre de déclencher les forces de l'ordre qui vont pouvoir vous aider. Et c'est aussi ce qui va permettre aux forces de l'ordre de mener une enquête et potentiellement de remonter sur un auteur. Quand une plainte n'est pas déposée, l'enquête n'est pas ouverte, l'enquête n'est pas faite. Et donc potentiellement, c'est un auteur qui peut continuer à commettre des faits ailleurs et qui ne sera jamais arrêté. Deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'il faut qu'il y ait une transparence et une confiance entre tous les acteurs et donc entre les acteurs privés comme publics. Trop souvent, en fait, il y a une certaine peur, notamment, alors c'est rarement la victime, mais ça va souvent être ses prestataires qui vont être réticents à collaborer avec les forces de l'ordre parce que ils n'ont pas eu de décision claire de la part de la victime, comme quoi la collaboration doit se faire avec les forces de l'ordre. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, à prendre en compte quand on prépare un peu son analyse de risque. C'est qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de consignes d'acteurs réflexes qui aient déjà été diffusées auprès des acteurs internes comme externes pour que personne ne se pose de questions où on perd des heures, voire des jours pour avoir une simple autorisation. Alors, pour terminer, je reviens sur quelque chose que tout le monde sait, mais qu'il faut quand même rappeler, c'est que les forces de l'ordre sont un service public et elles sont au service de la collectivité. C'est la collectivité qui finance, via ses impôts, le fonctionnement des forces de l'ordre. Donc, vous êtes parfaitement en droit de solliciter les forces de l'ordre, de déposer plainte, de discuter avec elles, de leur expliquer quelles sont vos craintes juridiques, en termes communicationnels ou autres. Et elles feront tout ce qu'elles peuvent pour que leur action n'interfère avec ni la remédiation, ni votre plan communication, ni votre analyse juridique. Au-delà des forces de l'ordre, l'ANSSI est un acteur public vers lequel il ne faut pas hésiter à se tourner, ne serait-ce que pour en récupérer les retours d'expérience et les bonnes pratiques. L'ANSSI édite un certain nombre de guides qui sont très bien faits et qui sont adaptés aux différents publics. Donc, il ne faut pas hésiter à aller sur leur site internet ou à les solliciter pour en savoir plus. Et enfin, le cyber, c'est quelque chose qui concerne tout le monde, et notamment parce que trop souvent, on se dit que la victime, c'est l'entreprise. Oui, la victime, c'est l'entreprise, mais bien souvent, le criminel n'est pas passé directement par l'entreprise. Il est passé par une faiblesse humaine, il est passé par un prestataire, il est passé par un individu qui a cliqué au mauvais endroit au mauvais moment. Et donc, le premier acteur de la cybersécurité, ça va être l'individu, l'employé, l'être humain, la personne que vous voyez tous les matins quand vous arrivez dans votre bureau. Et la clé, ça va être la coopération et la confiance. La réussite d'une bonne hygiène en cybersécurité, ça va être d'avoir préparé, certes, mais surtout d'avoir bien créé un climat de confiance avec ses collaborateurs internes comme externes, qui va faire que le jour où l'un d'entre eux a un doute et se dit que potentiellement il a cliqué sur une mauvaise pièce jointe, il va préférer le signaler au système d'information parce qu'il aurait été mis dans une confiance globale et un peu décomplexé vis-à-vis de la cybersécurité, plutôt qu'avoir un climat de psychose où les gens ont peur de se dénoncer et préféreront ne rien dire alors qu'ils savent pertinemment qu'ils ont fait une erreur. Et auquel cas, on a mis le premier pied vers l'écroulement peut-être total du système d'information. Enfin, je vais reboucler sur ce que j'ai dit au début. C'est pas parce qu'on parle de cyber, c'est pas parce qu'on parle d'Internet, c'est pas parce qu'on parle de hackers russes ou nord-coréens qu'il faut oublier le bon sens. Quand on est victime d'un groupe, je sais pas, qui vous met un message en russe,
Oui, ça reste la même chose que si vous aviez été cambriolé et que le matin, vous trouvez un message en russe sur votre bureau. Les réflexes doivent être les mêmes. Je vous remercie de votre attention et du coup, si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Je vous laisse un courriel professionnel, de façon si certains veulent aborder certains sujets, je serai ravi d'y répondre. Merci beaucoup, Pierre. C'était très intéressant. On a eu plein de questions dans le chat. Donc, Rémi et Clément vont vous les poser. En tout cas, je vous remercie beaucoup parce que c'est un sujet qui, encore une fois, comme je le disais au début, selon moi, est peu abordé, en tout cas pas assez, comparé aux enjeux réels qu'il y a. Et l'actualité, on le voit tous les jours, hein. Encore aujourd'hui, on y reviendra. Il y a une question à ce sujet-là. Donc, merci beaucoup pour la présentation. Il est vraiment très, très intéressant. Et merci à tous pour toutes vos questions. Alors, il y en a eu beaucoup, donc on va essayer d'en prendre le maximum. Clément ou Rémi, je vous laisse commencer. Parfait. Donc, je vais commencer effectivement les questions. Elles sont nombreuses. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour la présentation. C'était vraiment hyper intéressant. J'espère que ça a permis d'aiguiller toutes les personnes qui sont parmi nous aussi sur leurs activités au quotidien, et puis que ça les encouragera aussi à se renseigner sur ce qui est fait. Et il parlait beaucoup tout à l'heure de la partie anticipation, qui est quelque chose de très important, parce que la réaction, c'est une chose, mais l'anticipation, c'est encore mieux. Donc, j'espère que ça vous donnera de bonnes idées pour vos programmes de sécurité. En tout cas, je vous remercie beaucoup. On était plus de 180 ce soir. Donc, merci pour l'intérêt que vous portez à toutes les conférences que l'on organise. Donc, pour rappel, ces conférences sont organisées donc gratuitement et ouvertes à tous les mois. Et puis, pour tous les professionnels qui sont parmi nous, on a de nombreux étudiants du coup, qui ont des profils très intéressants et qui sont très motivés et passionnés par ces sujets liés à la cybersécurité. Et donc, je vous invite, si vous avez des offres d'emploi, de stages, d'alternance, à nous les transmettre. Vous pouvez répondre aux questions, à l'email qui vous a été envoyé avec la confirmation d'inscription. Et n'hésitez pas à transmettre vos offres. On les enverra à l'ensemble du réseau et à toutes les personnes qui pourraient être susceptibles d'être intéressées. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. Pas de souci. Et puis, merci à tous. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à mardi pour la prochaine conférence, où je vous invite à vous inscrire et à très bientôt. Merci à tous. Merci à Bonne toi, soirée. Jérôme. Merci. Merci.